Elle avait été attachée à un poteau juste à l'entrée, considérée comme une honte pour la famille. Pourtant, une minute plus tard, son mari apparut et soudain, tout le monde autour souffrit. De l'extérieur, le domaine Dumas présentait tous les traits distinctifs de l'aristocratie française. Un hectare de pierres taillées au cordeau s'étendait, bordé d'une allée circulaire pavée de pierres italiennes importées. Surplombant le tout, une demeure d'un blanc immaculé, dont la symétrie parfaite brillait comme un palais de justice drapé de perles. Les passants ralentissaient leur voiture pour admirer la propriété. Elle ornait les brochures caritatives et les magazines locaux, toujours décrites avec des expressions nobles telles que « un pilier de la communauté » ou « un symbole de grâce ». Mais pour Élodie, la fille élevée entre ses murs, le domaine n'avait jamais été qu'une cage dorée. Elle y vivait depuis l'âge de 5 ans. Son premier souvenir de la maison n'était ni le sol en marbre ni les immenses portes-fenêtres, mais le silence pas celui qui réconforte ou protège, mais un silence dense et pesant, tel un verdict. Il l'enveloppait, lui signifiant sans un mot qu'elle n'y avait pas sa place. Les Dumas ne la frappèrent pas, ne crièrent pas et ne l'enfermèrent pas. Au contraire, ils l'étouffèrent sous le poids d'attentes impossibles, masquant leur cruauté sous une politesse froide et l'horreur sourde d'une exclusion bien élevée. Élodie avait été adoptée sous couvert d'une œuvre caritative après qu'un accident de voiture eût tragiquement emporté sa mère biologique, une brillante pianiste et lycéenne qui l'avait élevée seule. Son père était mentionné comme inconnu sur tous les documents. L'adoption avait été organisée par l'intermédiaire d'un programme religieux dédié aux enfants en difficulté. Déjà sous le feu des projecteurs suite à des propos racistes tenus publiquement par le juge Dumas, la famille Dumas a saisi l'occasion de redorer son blason grâce à une forme de rédemption singulière. Elle a adopté une petite fille noire, symbole de tragédie, qu'elle a baptisée Élodie Dumas et qu'elle a accueillie chez elle. On lui offrit un lit orné d'une robe de bal blanche et on remplit sa garde-robe de robes soigneusement approuvées. Pourtant, on ne lui accorda jamais vraiment sa place à table, pas vraiment. On parlait d'elle avec une fierté condescendante, on l'appelait « notre fille adoptive », comme si sa simple présence était un trophée, une preuve de vertu morale. Il ne lui permettait jamais de les appeler « maman » ou « papa ». Lorsqu'elle essayait, il la corrigeait gentiment mais fermement, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle apprenne à se taire. Son enfance fut une succession de contradictions, elle fréquenta les meilleures écoles, mais il lui était interdit de participer au club de débat. « Ta voix n'a pas l'autorité nécessaire », lui disait-on. Ses bonnes notes étaient célébrées discrètement en privé, jamais publiquement. Lors des galas familiaux, on la faisait se tenir 2 pas derrière ses frères et sœurs. Sur les cartes de vœux, on la taquinait ou on la revêtait de couleurs destinées à la faire disparaître. Ses cheveux étaient lissés chimiquement tous les mois, et sa peau était comparée au café et au chocolat dans des blagues que personne d'autre ne trouvait drôles. À 16 ans, Élodie ne posait plus de questions. Les enfants des Dumas, Julien et Claire, étaient devenus le parfait reflet de leurs parents. Julien était un avocat prometteur, froid, méthodique, toujours vêtu de gris et de bleu, comme si la couleur elle-même le gênait. Claire, de 2 ans sa cadette, était chroniqueuse de magazines et star des réseaux sociaux. Elle portait des robes pastel et s'entraînait à pencher la tête pour les photos. Elle murmurait qu'Élodie était l'expérience sociale de la famille, des murmures bien moins discrets qu'elle ne l'imaginait. Ils partageaient tous une certitude, Élodie devait être reconnaissante. Reconnaissante pour le toit au-dessus de sa tête, les vêtements qu'elle portait, l'éducation qu'elle avait reçue et le nom de famille qu'elle portait. Assez reconnaissante pour rester silencieuse, docile et invisible. Mais la vie d'adulte d'Élodie s'est déroulée comme une rébellion silencieuse. Elle ne criait pas et ne claquait pas les portes. Au contraire, elle travaillait sans relâche. Elle obtenait des bourses et jonglait entre des programmes d'alternance travail-études, gérant discrètement la comptabilité négligée de la famille Dumas tout en poursuivant ses études. Lorsque le secteur associatif l'a contactée, elle a répondu à l'appel. Elle a fondé une plateforme de données destinée à distribuer de petites subventions aux entrepreneurs marginalisés, un succès discret, à l'image de toutes ses autres entreprises. Puis elle rencontre Julien Hart. Tout a commencé lors d'une conférence technologique à La Défense, à Paris. 2 silhouettes solitaires se sont retrouvées près de la machine à café, épuisées par des interactions sociales forcées et des sourires artificiels. Lui était réservé mais vif, un développeur avec une vision à laquelle aucun investisseur ne semblait croire. Elle voyait en lui un reflet d'elle-même, quelqu'un d'ignoré, de sous-estimé, mais qui brûlait silencieusement du désir de créer quelque chose de significatif et d'honnête. Ce soir-là, ils ont discuté. Puis sont venus les emails, les visites du week-end, et enfin l'amour. Lorsque la start-up de Julien a explosé sur la scène nationale,
atteignant des valorisations de plusieurs milliards de dollars, leur lien était déjà forgé par quelque chose de plus profond que des contrats ou des capitaux. Pourtant, ils ont gardé le secret. Élodie savait que sa famille ne l'accepterait jamais, non pas à cause de sa richesse, mais parce qu'il était noir, accompli et hors de leur contrôle. Ils se marièrent discrètement à Annecy, entourés seulement de quelques amis proches et d'aucun membre de leur famille. Elle portait une robe simple, il portait sa montre habituelle. Leurs vœux furent brefs mais sincères. Dans les mois qui suivirent, la relation d'Élodie avec les Dumas devint encore plus étrange. Son soutien financier devint indispensable. Le juge Dumas avait accumulé de lourdes dettes et l'entreprise de médias de Claire était en faillite. Sans révéler son identité, Élodie utilisa discrètement les comptes fictifs de son association pour rembourser les arriérés d'impôts sur la succession des Dumas. Elle a remboursé un deuxième prêt immobilier. Elle a financé le sauvetage du cabinet d'avocats de Julien grâce à des dons à des fondations juridiques dont il ignorait qu'elle les soutenait. Elle ne l'a pas fait par amour, mais pour tourner la page. Peut-être, au fond d'elle-même, espérait-elle qu'en préservant le bâtiment, les personnes qui y vivaient finiraient par s'améliorer. Peut-être voulait-elle prouver sa valeur. Peut-être qu'un jour, quelqu'un la verrait enfin. Mais la maison n'avait pas changé. Les murs résonnaient encore d'insultes murmurées et de politesses orchestrées. Ils oubliaient toujours son anniversaire. Ils continuaient de corriger sa posture et son ambition. Elle était toujours trop, mais jamais assez. Le point de rupture est survenu un matin caniculaire de juillet. De retour d'une visite de chantier pour la rénovation d'un refuge, elle a trouvé une enveloppe sur son lit, une invitation à une garden party organisée par la Fondation Dumas, célébrant un héritage de générosité. Son nom ne figurait nulle part sur les documents de l'événement, bien qu'elle ait organisé tous les détails logistiques. Lorsqu'elle en a parlé au dîner, le juge sévère a à peine levé les yeux de son verre de vin. « Pourquoi votre nom y figurerait-il ? Vous n'êtes pas membre du conseil d'administration, dit-il froidement. Mais c'est moi qui ai créé ces partenariats. Ce fonds existe parce que nous vous avons autorisé à opérer sous notre nom, répondit-elle doucement en découpant son poulet. C'est un privilège, pas un droit. Élodie n'ajouta rien. Elle se leva, s'excusa et retourna dans sa chambre. Cette nuit-là, elle resta éveillée pendant des heures. Julien lui envoya un message, « Tu veux toujours continuer ?» Elle fixa l'écran un long moment avant de répondre, « Oui. » Qu'il révèle son vrai visage. La réception était prévue pour le week-end suivant, un événement exclusif avec traiteur, une quiture et une liste d'invités tirés directement du carnet du gouverneur. Les Dumas répétaient leur discours. Claire coordonnait les photographes. Julien vérifiait les mentions légales pour éviter toute fuite compromettante. Élodie reçut un uniforme de serveuse beige, pas une robe, ni même un badge, juste une tenue qui se fondait dans la nappe. Elle l'enfila en silence. Julien réserva son vol. La maison, inconsciente de l'orage qui approchait, resplendissait de sa surface familière, marbre, musique, champagne. Mais sous cette façade impeccable, quelque chose d'ancien se fêlait et quelque chose de patient et de profond. Une fois brisé, cela changerait tout. Élodie n'a pas dormi cette nuit-là non plus, mais cette fois, elle n'était pas fatiguée. Elle était prête. Le matin du gala s'est levé lourd et oppressant, comme un avertissement avant la tempête. Élodie s'était endormie non pas parce qu'elle avait des choses à faire même si c'était toujours le cas mais parce que le sommeil l'avait complètement échappé. Elle observait le ciel, désormais d'un indigo pâle, à travers les lamelles des stores, en silence, au bord de son lit, toujours vêtue de l'uniforme de serveuse qu'on lui avait donné la veille. Il reposait sur ses genoux comme un costume de pièce de théâtre qu'elle ne voulait plus jouer. En bas, la maison prenait vie. Des pas précipités résonnaient, accompagnés du bourdonnement discret du personnel qui dressait les tables et disposait les centres de table. De grandes tentes blanches étaient dressées en bordure de la pelouse. Leurs coins flottaient doucement dans la brise. Des verres en cristal se balançaient au soleil. Des rangées de chaises design encadraient une estrade circulaire installée près de la fontaine du jardin. C'est là que les invités portaient un toast à un héritage de générosité, ignorant que la propriété était toujours debout grâce à l'intervention discrète de la femme désormais priée de rester invisible. Élodie traversa la cuisine, ignorée de tous, sauf du pâtissier, qui lui adressa un bref signe de tête avant de retourner préparer les macarons. Elle trouva son poste assigné sur un tableau épinglé au réfrigérateur, poste 4, service des vins, patio arrière. Le tableau n'indiquait aucun nom, seulement les tâches, comme l'exigeaient les Dumas. Ils n'avaient jamais aimé que leur personnel soit trop visible. En début d'après-midi,
les premiers invités commencèrent à arriver. Les berlines de luxe se succédaient. Femmes aux teintes pastel et hommes en tenue d'été franchissaient le portail, s'embrassant sur la bouche, ajustant leurs bijoux, riant de cette voix basse et maîtrisée, caractéristique des habitués du pouvoir. Élodie s'assit au bord du patio, les mains jointes, attendant son signal. Elle vit Julien en premier, dominant la conversation à l'entrée avec 2 conseillers municipaux. Il parlait avec l'aisance de quelqu'un qui a grandi en sachant que le monde l'écouterait. Claire le suivait, vêtue d'une robe ivoire brodée de lys, une fine couronne de perles dans les cheveux qui la faisait ressembler à la couverture d'un magazine de mariage. Elle tenait une coupe de champagne et arborait un sourire si parfait qu'il semblait sculpté. Leurs parents les encadraient. Le juge portait un costume de cuir impalpable, sa femme, une robe bleu ciel ornée de diamants étincelants autour du cou. Il y eut des discours, des toasts et des photographes. Chaque mot prononcé sur scène était une performance soigneusement préparée. La famille Emma fut saluée pour son engagement communautaire de longue date. Leur générosité, leur hospitalité envers les plus démunis et leur héritage fondé sur l'empathie et le leadership furent salués. Le public applaudissait et sirotait ses boissons sans même jeter un coup d'œil à Élodie. Elle se déplaçait discrètement entre les tables, remplissant les verres et évitant les regards. Quelques invités la prirent pour un traiteur et lui passèrent commande sans se retourner. Un homme lui sourit et dit « Je ne m'attendais pas à ce que le personnel soit aussi exotique ce soir. » Elle ne répondit pas. Elle avait appris au fil des ans que son silence était leur réconfort. Le soleil commençait à se coucher, baignant la propriété d'une lueur dorée qui adoucissait ses angles vifs. C'est alors qu'Élodie tendit la main vers une flûte vide qu'elle entendit le bruit caractéristique d'un verre brisé. Un gobelet à pied avait glissé des mains d'un invité et s'était brisé sur les dalles de pierre. Par réflexe, Élodie s'agenouilla pour ramasser les morceaux. La femme, gênée, tenta de la retenir d'un geste. « Ne vous inquiétez pas, elle a l'habitude de ranger derrière les autres », lança-t-elle dans son dos d'un ton faussement affectueux, teinté d'une complicité de façade. Le rire qui suivit fut bref, pincé et indéniablement cruel. Élodie se leva lentement, les éclats de verre à la main, du sang perlant déjà au creux de sa paume. Son visage resta impassible. Elle se retourna et se dirigea vers la tente de service, ignorant les regards rivés sur elle. À l'intérieur, elle passa sa main sous l'eau froide et l'enveloppa dans une serviette en papier. Ce n'est qu'un instant plus tard que la véritable humiliation de la journée se produisit. Dehors, le juge, peut-être ivre d'alcool ou sous les rires entendus du public, leva la main pour attirer l'attention. Il fit signe à Élodie de s'approcher. « Nous aimerions faire un geste symbolique », annonça-t-il avec un sourire ironique. Un geste de réflexion sur l'histoire que nous partageons tous, sur le fardeau que d'autres ont porté à notre place. Il laissa un silence planer juste le temps que l'idée s'imprègne. « Quand es-tu prête pour un petit spectacle, Élodie ?» Avant qu'elle puisse répondre, 2 jeunes accompagnateurs, indifférents, la prirent doucement par les bras. « Ce sera rapide, » dit l'un d'eux, comme si cela avait de l'importance. Ils la conduisirent à la fontaine où se dressait une colonne de bois, un élément décoratif censé rappeler l'architecture d'époque. Élodie savait que ce n'était qu'un simple objet esthétique, mais elle venait d'être détournée en une scène d'humiliation. Elle ne se débattit pas et ne cria pas. Elle était tournée vers le public et la colonne d'eau, et une corde était nouée autour de ses poignets. Ses bras nus brillaient dans la lumière déclinante. Sa robe, un uniforme beige de serveuse, tombait sans grâce. Elle se tenait droite et silencieuse tandis qu'un murmure amusé parcourait la foule. Les rires reprirent, discrets mais bien présents. Quelques téléphones furent levés au nom par cruauté, jura-t-il plus tard mais pour immortaliser l'instant. Claire sirota son verre. Julien leva les yeux au ciel et murmura une remarque entendue à l'homme à côté de lui, son besoin pathétique d'avoir le dernier mot. Le juge leva son verre. Un rappel, dit-il, du chemin parcouru. Un autre rire suivit. Mais Élodie ne céda pas. Elle fixa l'horizon, sentant la corde contre sa peau, la sueur lui perlant le cou et un goût métallique au fond de sa bouche. Elle tremblait de honte, mais elle ne le laissait pas voir. Elle leur avait donné des années. Elle avait payé leurs factures, sauvé leur héritage et dissimulé sa souffrance derrière une posture impeccable et des sourires mesurés. Et en retour, il lui offrait ceci, une vitrine, un objet, un exemple à montrer aux puissants. Elle attendit. Elle ne se souvenait pas exactement de l'heure d'arrivée de Julien, mais elle reconnut le bruit profond, étouffé, distinct du moteur. Les invités se retournèrent. Les rires s'étouffèrent, puis cessèrent. Les fourchettes se figèrent en l'air.
Les verres tremblèrent dans leurs mains. Une Rolls-Royce noire descendit l'allée et s'arrêta lentement, délibérément près de la lisière du jardin. Sa seule présence imposait le silence. Le conducteur descendit et ouvrit la portière arrière. Julien-Henri Marchand en sortit où une tempête à forme humaine grand, sûr de lui, vêtu d'un costume bleu marine coupé comme s'il battait au rythme de son cœur. Son visage était impassible, ses gestes lents et précis. Son regard balayait la foule comme s'il s'agissait de détails insignifiants, jusqu'à ce qu'il la voie Élodie, toujours ligotée, pieds nus et silencieuse. Il avança sans un mot, traversant les regards perplexes, les murmures et le chaos silencieux de ceux qui prenaient soudain conscience d'être en présence d'un être bien au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Il atteignit la fontaine. Elle ne bougea pas. Il s'agenouilla, sortit une fine lame de sa veste et trancha la soie. Son poignet fut libéré. Il prit doucement sa main, examina la peau écorchée, puis y déposa un baiser. C'est à ce moment-là que l'assemblée comprit véritablement. Le juge fit un pas en avant, la bouche entr'ouverte. Qui ? La voix de Julien rompit le silence. Cette femme est ma femme. Un souffle d'étonnement sincère se répandit comme un feu sur les feuilles sèches. Je veux savoir qui a bien pu juger acceptable de l'attacher à un poteau comme un animal. Personne ne répondit. Pas même Claire, dont le verre de vin tremblait dans sa main. Pas même Julien, qui recula instinctivement d'un pas. Élodie ne dit rien. Julien se redressa à côté d'elle. Ça s'arrête ici, déclara-t-il. Tu as 15 minutes pour rassembler tes affaires et quitter cette propriété. Le juge cligna des yeux. Partir ? Julien se tourna légèrement. Tu ne le possèdes plus. Il glissa la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un document. Il y a 3 mois, cette maison a été saisie. Dettes imposées, mensualité de prêt hypothécaire impayé, appel désespéré au prêteur. Elle s'est occupée de tout. Il a levé le titre. Elle a payé cette maison avec ses économies pour les études, son fonds d'urgence. Elle a vendu sa voiture. Elle a sacrifié son avenir pour tenter de sauver ton passé. Et quand la banque a finalement lancé la saisie, ils m'ont appelé, non pas pour demander de l'aide, mais pour me demander si je pouvais le racheter discrètement afin que je ne perde pas la face. Il tendit le document au juge, dont les mains tremblaient en le dépliant. Regardez bien. C'est votre signature. Le silence s'épaissit et s'éternisa. La foule commença à bouger, mal à l'aise. Julien se tourna à nouveau vers eux. Vous n'avez pas élevé une ratée, dit-il. Vous avez élevé une femme ou une femme qui a fait tenir cette maison, qui a payé vos factures alors que vous la méprisiez. Et aujourd'hui, sur cette terre qu'elle a sauvée, tu l'as humiliée. Il n'a pas élevé la voix, ni proféré d'insultes. Elle avait simplement dit la vérité, et ses mots ont résonné plus fort que n'importe quel cri. Personne, absolument personne n'a eu le courage de répondre. Élodie se tenait là, libre de ses mouvements, mais plus forte que jamais. Ceux qui pensaient l'avoir brisée commençaient déjà à se disperser. Un étrange silence planait dans l'air, celui qui suit un silence inattendu après un tumulte assourdissant. Pendant quelques secondes, le gala parut bouleversé. Les invités, pris dans leur élan, restèrent suspendus, une fourchette s'arrêta à mi-chemin de leurs lèvres, un verre tenu entre leurs doigts avec hésitation. Le soleil se couchait lentement, projetant des ombres allongées sur la pelouse parfaitement entretenue, comme si le temps s'était arrêté pour assister à ce qui allait se dérouler. Julien se tenait aux côtés d'Élodie avec la confiance sereine d'un homme qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour attirer l'attention. Sa présence avait la gravité d'une star incontournable, silencieuse mais puissante. Son costume bleu marine lui allait comme une seconde peau. Ses mains étaient fermes lorsqu'il tendit l'acte de propriété à celui qui se faisait passer pour le père d'Élodie depuis plus de 20 ans. Le juge Dumas, autrefois si impressionnant dans les salles d'audience et sur les affiches de campagne, apparaissait désormais comme un homme croulant sous le poids d'une vérité qu'il ne pouvait ni ignorer ni réfuter. Il déplia lentement le document, comme s'il espérait qu'à chaque clignement d'œil, les mots changeraient. Mais non, il y avait sa signature, son adresse et le montant officiel de la vente transférée à une société écran qu'il prenait pour un investisseur anonyme, un salut inattendu au milieu d'une saisie immobilière, un coup de pouce, un miracle, et pourtant un piège. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne s'échappa. À ses côtés, sa femme attrapa le journal et le lut avec une inquiétude croissante. Sa bouche se pinça d'incrédulité. Puis elle leva les yeux, affolée, cherchant quelque chose à quoi se raccrocher. « Tu nous as piégés » murmura-t-elle. « Tu nous as piégés. »
La voix d'Élodie brisa enfin le silence tendu. Gravement posée, sa gorge irritée s'exprima fermement, « Non. Je t'ai sauvé. » Elle regarda sa mère droit dans les yeux, celle qui lui avait appris à s'asseoir correctement, mais jamais à se tenir droite. « Et toi, tu m'as appris à danser autour d'une barre ?» Cette seule phrase sembla couper le souffle à l'assemblée. Personne n'osa parler. Même les invités qui riaient quelques instants plus tôt étaient maintenant figés et silencieux, le visage crispé par la gêne, comme s'ils réalisaient trop tard que le spectacle qu'ils avaient moqué n'était rien d'autre qu'une crucifixion. Julien fit un pas en avant, non pas vers le juge ou sa femme, mais vers le reste de la foule. Son regard balaya méthodiquement chaque visage. « Soyons clairs, dit-il d'une voix calme et mesurée, mais aussi puissante qu'un grondement dans une nuit sans vent. Cette femme a tout sacrifié pour protéger ceux qui ne l'ont jamais protégée. » Il laissa tomber ces mots, puis poursuivit, « Elle a investi ses économies, son énergie, son avenir pour sauver cette maison, non pas par reconnaissance ou par remerciement, mais parce qu'elle pensait que la famille avait peut-être encore un sens. Quand saisie a pris fin, elle n'est pas venue me voir désespérée. Elle est venue avec un plan. Elle m'a demandé d'acheter la maison sans mentionner mon nom. Ce n'était pas le silence froid et performatif du ressentiment ou de la bienséance. C'était quelque chose de plus chaleureux, de plus ample, quelque chose qui permettait à l'air de circuler librement dans les poumons sans crainte de conséquences. Élodie se tenait sur le seuil de la terrasse arrière, la main encore délicatement entrelacée avec celle de Julien. Les chaises restantes étaient pliées, le verre à moitié plein, les châles oubliés et éparpillés comme les fragments d'une vieille pièce que personne ne voulait plus jouer. La fontaine, autrefois pièce maîtresse du précieux jardin familial, murmurait encore doucement, son eau frémissant sous de faibles ombres qui se balançaient dans le ciel crépusculaire. La colonne de bois à laquelle elle avait été attachée était maintenant penchée, sa corde de soie enroulée paresseusement à sa base, d'une étrange banalité sans la mise en scène. Julien s'en approcha silencieusement, se pencha, ramassa la corde, l'examina un instant, puis la porta jusqu'à la poubelle près du portail et la jeta dedans. Il n'y avait ni cérémonie ni colère dans ses gestes, seulement une finalité silencieuse. Élodie le regardait, les bras croisés sur la poitrine non pas pour se défendre, mais pour réfléchir. Elle avait déjà imaginé ce moment, mais jamais comme celui-ci. Elle avait cru que la liberté serait bruyante, triomphante, que la justification viendrait par des applaudissements ou un cri libérateur. Mais ce qu'elle ressentait, c'était le calme. Non pas celui de l'oubli ou de l'exclusion, mais celui qui suit la fin d'une longue et violente tempête, une pause pour respirer, un moment pour simplement exister. Julien revint à ses côtés et posa une main douce sur son dos. « Pourriez-vous vendre cet endroit ?» demanda-t-il au bout d'un moment. « On pourrait aller n'importe où. Paris, Annecy, acheter un terrain dans le Svenne et construire quelque chose de zéro. » Elle sourit, les commissures des lèvres s'étirant dans un clin d'œil sincèrement amusé. « Tu sais que je déteste la neige. » Il rit doucement en s'appuyant contre son épaule. « Alors, oublions la neige. » Ils étaient assis ensemble sur le banc de pierre sous la pergola de la terrasse, baignés par les dernières lueurs dorées du coucher de soleil. Élodie leva les yeux vers le ciel, ressentant la chaleur sur sa peau différemment, moins comme un sentiment de souffrance que comme un plaisir. Pour la première fois depuis des années, elle n'attendait pas une remarque blessante. Elle ne réfléchissait pas à la manière de parler ou de s'asseoir, ni au ton à adopter pour être prise au sérieux. Elle était simplement là où elle avait le droit d'être là. « Tu te souviens de notre rencontre ?» demanda-t-elle soudain, sa voix douce et pensive. La tendresse et le goût du gain de Julien résonnaient sur ses lèvres. « Bien sûr, tu as cumulé 2 emplois, terminé tes cours du soir, payé les impôts de ton père et veillé à ce que ta mère prenne ses médicaments. Et tu habitais au-dessus d'une librairie, dit-elle en souriant, se remémorant sa tentative de lancer une start-up à laquelle personne ne croyait. Tu étais le seul à y croire. » Elle se tourna vers lui. « Je ne voyais pas un milliardaire quand je t'ai rencontré, dit-elle. J'ai vu quelqu'un qui m'écoutait, quelqu'un qui me regardait dans les yeux sans y voir une obligation. J'ai vu quelqu'un qui ne m'a jamais demandé d'être petite. » Il reprit sa main et la serra doucement dans la sienne. Aucun d'eux ne parla pendant un instant. Le silence entre eux, cette fois, n'était pas celui qu'elle connaissait dans cette maison depuis des décennies. Ce silence n'exigeait ni excuse ni retenue. Il ne l'étouffait pas comme une bûche. Il était doux et vaste, comme une pièce où elle pourrait s'étendre sans craindre les murs invisibles. Finalement, elle posa la tête sur son épaule. « Je veux tout recommencer, » dit-elle si doucement qu'on aurait dit un murmure. « Je veux une vie à moi.
Julien hocha la tête et lui caressa doucement le dos de la main du pouce. Dis-le-moi, et on repartira de zéro. Plus de chaîne, plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils restèrent là jusqu'à ce que le ciel se teinte d'indigo et que les cigales se mettent à chanter dans les arbres. Lorsqu'ils se levèrent enfin, ni pressés ni fatigués, mais déterminés. Ils arpentèrent la maison tels des explorateurs en territoire nouvellement découvert. Les pièces se ressemblaient, le même lustre dans le hall, les mêmes plans de travail en marbre, la même longue table à manger. Mais l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus leur scène, c'était la sienne. Dans le salon, elle s'arrêta pour observer les verres à vin encore éparpillés sur les tables, les serviettes en papier froissé près de la cheminée, les assiettes à dessert en équilibre sur les accoudoirs reliques d'une famille qui n'avait jamais vraiment existé. Elle s'approcha et prit un des cadres sur la cheminée. C'était un vieux portrait de famille, ses frères et sœurs dans des tenues impeccables, sa mère dans des tons pastels, le juge dans une pose autoritaire, et Élodie raide, légèrement décentrée, souriant trop largement dans une robe choisie par quelqu'un d'autre. « Garde-le », dit Julien par derrière. Elle a pointé du doigt la photo et l'a regardée un instant, puis l'a retournée sur la table. « Non. Ce n'est plus moi. » Le lendemain matin, Élodie se réveilla, fenêtres ouvertes, l'odeur de l'herbe humide et pluvieuse flottant dans l'air. Elle resta allongée un moment, écoutant les oiseaux, une main posée sur sa poitrine, surprise de ne ressentir aucune tension. Elle ne se réveillait plus en attendant le prochain ordre, le prochain regard glacial, la prochaine blessure silencieuse. Dans la cuisine, Julien avait déjà préparé le café. Il lui tendit une tasse sans un mot, comme si cette vie avait toujours été la leur. Elle s'appuya contre le comptoir et le regarda préparer des œufs en fredonnant sans un mot. Ils ne parlèrent pas, inutile de le faire. Le silence était total entre eux. Cette semaine-là, ils commencèrent à vider la maison. Elle ne pleura pas une seule fois. Elle n'avait plus de chagrin, seulement une nouvelle clarté. Ils ont emballé les affaires de ses parents, des verres en cristal ancien, de vieux journaux juridiques, des trophées de clairvoyance et des viseurs pour les rangers, non pas par attachement, mais parce que le passé n'avait plus le pouvoir de la blesser. Au grenier, ils trouvèrent ces vieux carnets poussiéreux cachés derrière les décorations de Noël. Elle en ouvrit un et découvrit une liste intitulée « Ce que je ferai quand je serai libre », écrit au stylo vert, son écriture légèrement inclinée. Julien se pencha par-dessus son épaule et le lut en silence. « Apprends à peindre un coucher de soleil », lut-il à voix haute, un sourire naissant sur son visage. « Je n'ai jamais dit que c'était de grands rêves, dit-elle en riant. Juste les miens. Alors, allons acheter de la peinture. » Ils transformèrent l'ancien bureau en atelier. Julien construisit des étagères. Elle les remplit de pinceaux, de toiles et de pots colorés qu'elle ne s'était pas autorisée à toucher depuis des années. La première chose qu'elle vit n'était pas un coucher de soleil, c'était la vue depuis la terrasse arrière sans la colonne, le jardin paisible, le ciel clair. Ils commencèrent à dîner à la grande table grillagée, celle-là même qui avait autrefois été le théâtre de regards durs et de remarques acerbes. Elle était maintenant ornée de bougies, de pain, de musique douce et de conversations qui ne tournaient jamais au vinaigre. Ils riaient, non pas parce que tout était parfait, mais parce que tout était enfin vrai. Un soir, Julien rentra et lui mit une petite clé dans la main. « J'ai acheté un cottage, dit-il. Un peu comme 6, pas de voisins, juste des arbres, des étoiles et nous. Pour quand cet endroit deviendra trop lourd ?» Elle regarda longuement la clé. « Tu n'essaies pas de t'enfuir, si ?» ?»« Non, » répondit-il doucement. « Je veux juste que tu saches que tu as le choix maintenant. Pas de chaîne. » Ce soir-là, debout sur le perron, elle contempla le jardin. Il ne ressemblait plus à une scène de crime. Il ressemblait à de la terre. Et pour la première fois, elle le vit non pas comme le lieu qu'elle avait enduré, mais comme le terrain sur lequel elle pouvait enfin commencer. Quelques mois plus tard, une lettre arriva par la poste, une invitation aux fiançailles de Claire. Son nom était mal orthographié. L'enveloppe était adressée à Mademoiselle et Kingsley. Julien l'ouvrit, haussa un sourcil et le lui tendit sans un mot. Elle sourit. « Je n'irai pas. » Il inclina la tête. Elle alla donc à son bureau et sortit une photo d'elle et Julien à la conférence mondiale sur l'innovation, bras dessus bras dessous, tout sourire, tandis qu'il recevait un prix. Elle signa au dos avec un stylo argenté, « De la fille inutile que tu as élevée. Merci de m'avoir libéré. » Elle le glissa dans l'enveloppe, la scella et l'envoya sans hésiter. Désormais, le matin, elle arrose ses plantes, cuit son pain au soleil,
marche pieds nus sur le carrelage frais de la cuisine tandis que Julien chante faux dans le salon. Elle prépare le café sans se presser. Elle respire sans attendre que l'air devienne âpre. Sa vie n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de l'être, car la fille qui se tenait autrefois ligotée, priant pour disparaître, ne vit plus dans cette maison. À sa place se tient une femme, les mains tachées de peinture, la poitrine pleine d'air et un avenir qui lui appartient enfin. Si Élodie pouvait murmurer une chose à cette fille dans le jardin à ce cœur tremblant, aux poignets liés et à la fierté brisée, ce serait « Tiens bon. Ce n'est pas fini. Ton meilleur chapitre n'a même pas encore commencé. » Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour en découvrir davantage. Découvrez nos autres vidéos pour des témoignages aussi poignants que celui-ci et, surtout, partagez-la avec ceux qui en ont besoin.